la blockchain, je jette ou j'achète, c'est le thème de la première conférence où je vais vous parler déjà qu'est-ce que c'est la blockchain et puis un cas concret en entreprise, comment je vais mettre ma blockchain en place et puis surtout, est-ce que j'ai besoin de la blockchain pour répondre à mes use cases. Et en fait, j'ai découvert la blockchain il y a 2 ans à l'occasion d'un challenge innovation organisé par l'agence que j'avais gagné avec une idée pour certifier les CV dans la blockchain. C'était le thème, donc on a mis en place un POC. Et puis, ça m'a permis, avec d'autres personnes de Paris, de mettre en place un petit groupe de travail autour de la blockchain pour réfléchir un peu, faire des POC, faire des animations, présenter ce que c'est la technologie, que c'est pas une révolution, mais que ça peut servir à faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Du coup, la blockchain, je jette ou j'achète? Déjà, on va commencer. La blockchain, est-ce que c'est qu'un effet de mode ou est-ce que ça sert réellement? Là, on voit 2 personnes qui discutent. La blockchain, ça va tout changer. Puis finalement, on demande qu'est-ce que c'est exactement la blockchain. Là, il passe sur un autre sujet. La blockchain, c'était en 2016-2017. Tout le monde en a parlé. Il y avait des conférences à Paris, il prévoyait 400 personnes, il y avait 700 personnes. Ça a fait la une des principaux magazines. À peu près tous les magazines ont fait la une sur la blockchain ou le Bitcoin. Parce que c'est principalement le Bitcoin qui a permis de faire parler de la blockchain. Tout le monde en parlait en 2016-2017, principalement fin 2017. Là, on voit la courbe des recherches Google sur le Bitcoin et la blockchain. À peu près à Noël 2017, il y a eu un pic. Et puis, l'effet de mode, il est un petit peu repassé. Là, on voit des... Alors, je choisis une de magazines un peu symptomatique, c'est la blockchain après l'emballement, la désillusion. Et il y a même un site qui recense le nombre de fois où le Bitcoin a été annoncé mort dans les médias. Déjà 380 fois là à peu près. Et pourtant, il est toujours là. C'est ce qu'on observe dans pas mal de technologies. Je ne sais pas si vous connaissez le Hype Cycle de Gartner. C'est une courbe qui donne pour chacune des technologies qui émergent un petit peu. Ici, quand on est au haut de la courbe, c'est que tout le monde en parle, tout le monde fait des tests sur cette technologie. Puis finalement, les gens sont un petit peu déçus, ils s'aperçoivent que ça ne répond pas tout de suite à des besoins qu'ils ont. Du coup, on tombe dans une phase de désillusion. Et c'est des fois, quelques mois après ou souvent quelques années plus tard, qu'on s'aperçoit que la technologie elle est vraiment utile. Mais dans certains cas, pendant la phase au top, on pensait que ça allait révolutionner Internet, par exemple la blockchain. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, mais on sait que ça commence à pouvoir être utilisé pour certaines utilisations. Et du coup, pour moi, c'est le bon moment de s'y intéresser, justement. On a passé l'emballement, les gens ont pu tester un petit peu. Et maintenant, on s'aperçoit que la blockchain, il y a une autre courbe justement de Gartner qui se focalise sur la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain, le sujet, il est un peu dans la phase de désillusion. Les gens en parlent un petit peu moins. Par contre, il y a plein de choses qui émergent autour de la blockchain, des nouveaux cas d'utilisation, des nouveaux domaines qu'on peut explorer grâce à cette technologie, comme la blockchain et les objets connectés, par exemple. Ça, c'est un domaine qui a le vent en poupe, là, qui est en train de monter à plein régime. Et du coup, c'est le bon moment de s'y intéresser. D'ailleurs, il y a une étude d'Indeed. On voit là, en 2017, il y a eu un pic dans le nombre de recherches d'emploi sur la blockchain, dans le nombre d'offres d'emploi sur la blockchain, parce que les entreprises s'y intéressent. Et on voit que les entreprises continuent à s'y intéresser. Le nombre d'annonces qui concernent la blockchain, il est toujours assez haut. Parce que les entreprises, elles essayent de s'y intéresser parce que dans quelques années, peut-être la blockchain leur permettra de se différencier par rapport à d'autres. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la transformation. Et là, encore une fois, Gartner il prévoit pour 2023 que l'émergence pratique de la blockchain dans les entreprises traditionnelles. Maintenant, voilà, la blockchain, ça m'intéresse, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est quoi juste la blockchain? Ça, c'est la première question. Alors, vous êtes 78% des personnes à avoir dit « ça m'intéresse, mais je connais trop peu » et 22% de personnes à avoir dit que vous ne connaissiez pas la blockchain. Voilà le résultat du premier test. Globalement, je connais rien. Voilà. Moi, je vais essayer de vous faire connaître un petit peu mieux en 3 quarts d'heure ce que c'est la blockchain. Une définition, il n'y en aura pas beaucoup, ça sera la seule. Une définition qui me paraît bien, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un registre, une base de données distribuée, forgée par un consensus, hébergée sur plusieurs serveurs qui s'appellent des nœuds, et qui forment entre eux un réseau peer-to-peer. Bon, la définition, elle est un peu brute comme ça, si on la reprend petit à petit, la blockchain, c'est quoi? C'est pas une révolution, comme il y a une des magazines à une certaine époque qui disait. Non, en gros, c'est une base de données distribuée. Aujourd'hui, on a des bases de données, une application qui a sa base de données, mais elle est la seule à la posséder. En fait, la blockchain, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une base de données, mais qui va être dupliquée sur tout plein de serveurs dans le monde. Pour le Bitcoin, c'est des dizaines de milliers de serveurs qui la composent.
Et ces serveurs, c'est ce qu'on appelle des nœuds dans la blockchain. Du coup, si on regarde la stack technologique de la blockchain, c'est quelque chose comme ça. Donc, on a les nœuds dans le réseau. Ces nœuds, ils vont avoir des règles de consensus pour se mettre d'accord entre eux. On va y revenir. Au-dessus de ces règles de consensus, on va avoir justement le contenu de la base de données, les registres, les ledgers en anglais concernant la blockchain. Et au-dessus de ces ledgers, on va pouvoir faire des applications qui vont utiliser ces données. La règle de consensus, j'y reviens, pour moi c'est le maillon essentiel de la blockchain parce que c'est selon des règles de consensus que tous les nœuds du réseau vont se mettre d'accord pour écrire quelque chose dans la blockchain ou ne pas l'écrire. Vous en avez peut-être entendu parler, la preuve de travail, la preuve d'enjeu. La preuve de travail, ça fait beaucoup débat par rapport à l'écologie par exemple. Pourquoi? C'est une règle de consensus, la preuve de travail, c'est celle qui est utilisée par le Bitcoin et les principales blockchains historiquement. C'est tous les nœuds du réseau vont calculer vont faire des calculs cryptographiques assez compliqués. Ça va être long. Il faut qu'un nœud du réseau soit le premier à résoudre un problème algorithmique. Et du coup, c'est lui qui va pouvoir dire cette transaction, je l'ajoute à ma blockchain parce que j'ai résolu ce calcul cryptographique. Et puis, il va diffuser ça à tous les nœuds du réseau. Les autres nœuds, ça va être un calcul facile pour vérifier que le premier nœud qui a fait ce calcul compliqué l'a bien réalisé. Et du coup, un nœud va dire « moi je veux ajouter cette transaction », tous les autres vont le vérifier, c'est comme ça qu'ils vont se mettre d'accord sur le fait que la transaction arrive dans la blockchain. Ça va permettre, par exemple pour le Bitcoin, si moi je dis à Clément « je te donne 2 Bitcoins », tous les nœuds du réseau vont se mettre d'accord pour savoir si déjà je possède bien ces 2 Bitcoins, et ensuite ils vont tous se mettre d'accord sur le moment où je les donne à Clément, parce que si je les donne en même temps à toi, je ne connais pas ton prénom, il ne faut pas que je puisse faire une double dépense. Donc voilà, ça c'est la preuve de travail. C'est une façon pour tous les nœuds du réseau de se mettre d'accord sur comment on ajoute quelque chose dans la blockchain et à quel moment. Donc ça, les règles de consensus, c'est le maillon essentiel et c'est ce qui va amener la sécurisation de la blockchain. Le Bitcoin, ça fait 10 ans qu'il existe. Il a été créé en 2008. Il y a eu beaucoup d'argent autour du Bitcoin. Il y a des tonnes de personnes qui ont essayé d'attaquer le réseau Bitcoin et pourtant il n'a jamais failli. Pourquoi? C'est parce que la blockchain, via ses règles de consensus, elle est sécurisée par définition. Ça, c'est la première propriété qui va nous être très utile. Ensuite, elle est autonome. Ces règles de consensus font que les nœuds du réseau ils vont se débrouiller tout seuls. Donc ça, une fois qu'on utilise une blockchain, on veut ajouter quelque chose dedans, tous les nœuds du réseau vont se mettre d'accord pour l'ajouter. Et enfin, elle est transparente. Pourquoi? C'est parce que la blockchain, c'est une base de données distribuée, comme je vous disais, et cette base de données va être dupliquée sur tous les nœuds du réseau. Ça veut dire que tous les nœuds du réseau vont avoir la base de données et vont pouvoir vérifier que si je dis que j'ai 2 bitcoins, je les possède bien. Voilà pour la définition et les caractéristiques. Maintenant, est-ce qu'il y a une blockchain ou des blockchains? On a vu le Bitcoin, je vous en parle comme exemple parce que c'est le plus connu, c'est une blockchain parmi d'autres. On va avoir 2 types de blockchains. Les blockchains sans permission, c'est souvent les blockchains publiques, tout le monde a le droit d'écrire dedans, tout le monde a le droit de lire ce qui est dedans. Ça va être le cas du Bitcoin et ça va être le cas par exemple d'Ethereum, qui est la blockchain dont je vais vous parler par la suite parce que c'est la blockchain la plus adaptée pour créer des applications dessus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Ethereum. Et ensuite, il y a les blockchains avec permission, avec 2 types principaux, les blockchains privées et les blockchains de consortium. Une blockchain privée, c'est une blockchain sur laquelle on va mettre des droits. Et par exemple, ça va être Airbus avec ses sous-traitants. On veut tracer la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées, savoir qui l'a fabriquée, à quel moment elle a été certifiée, ainsi de suite. Du coup, Airbus va mettre en place une blockchain. Ça va apporter de la confiance en tous les participants parce que tout le monde saura ce qui est écrit dedans. Tout le monde, chaque nœud, par exemple, chaque société qui travaille avec Airbus aura un nœud de cette blockchain, donc aura une copie de la base de données. Et Airbus pourra dire cette société, elle peut écrire parce que c'est elle qui est responsable des pièces détachées. Cette société, elle peut écrire ici parce que c'est elle qui certifie les pièces détachées. Ainsi de suite. Et par contre, tout le monde pourra lire ce qu'il y a écrit et ça va apporter de la confiance entre tous les acteurs. Et puis s'il y a un problème avec une pièce détachée un jour, on pourra retracer tout le parcours de cette pièce. Ici, un exemple de ces types de blockchain, c'est le projet Hyperledger, derrière lequel il y a IBM, qui est un projet qui permet de créer des blockchains privées. Un autre type de blockchain avec permission, c'est des blockchains de consortium. Ça va être Libra, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler l'an dernier, la blockchain que propose Facebook, la crypto-monnaie de Facebook.
Il y a pas mal de sociétés dans le monde qui ont pu acheter une licence Libra. Il y a eu Free en France, il y avait Mastercard, Visa, donc ils se sont retirés maintenant. Mais en gros, c'est une société où c'est des grands acteurs qui vont pouvoir écrire dedans. Ça va être plusieurs grands acteurs qui se mettent d'accord entre eux. Et on peut penser que si tous ces grands acteurs qui sont des concurrents, ils se mettent d'accord entre eux, c'est que ce qu'ils ont mis dans leur blockchain est de confiance. Et c'est comme ça que Facebook va apporter de la confiance en sa crypto-monnaie. Ici, deux autres exemples. Il y a Ripple, qui est une blockchain utilisée entre les banques actuellement, et Corda, qui permet, comme Hyperledger, c'est un système qui permet de faire ses propres blockchains de consortium. Maintenant, quels sont les usages de la blockchain? Trois types d'usages. Les usages en tant que registre. Là, par exemple, la blockchain alimentaire de Carrefour, qui trace la provenance des tomates, la provenance des poulets bio à travers la blockchain. Là, c'est plutôt, on va profiter de l'intégrité des données qui sont écrites dans la blockchain. On sait qu'une fois qu'elles sont écrites, elles sont plus modifiables, parce que c'est dupliqué sur tous les nœuds dans le monde, et personne peuvent essayer de trafiquer une donnée qui est dans la blockchain. Et du coup, ça va servir plus à des fins de traçabilité et de certification. Ensuite, il y a les transferts d'actifs, les crypto-monnaies, ça c'est ce dont vous avez entendu parler par exemple avec le Bitcoin, mais ça peut être d'autres types d'actifs, ça peut être des objets open bazar, c'est un peu le bon point sur la blockchain. Et ensuite, il y a un dernier usage qui est celui qui va nous intéresser le plus, c'est les smart contracts. Donc là, on va écrire dans la blockchain un contrat. Alors, ça peut être utilisé pour des applications comme le vote ou par AXA. AXA, par exemple, ils ont écrit dans la blockchain un contrat qui permet aux usagers du trafic aérien, s'il y a un retard d'avion, ils vont être indemnisés. Aujourd'hui, s'il y a un retard d'avion, de train, on ne sait jamais trop si on va être indemnisé ou pas. Si c'est écrit dans la blockchain qu'en cas de 10 minutes de retard lors de l'atterrissage de l'avion, je vais être indemnisé de 50 €. C'est écrit dans la blockchain, c'est transparent, tout le monde y a accès. Je suis sûr que j'aurai mon indemnisation. Donc là, ça garantit l'exécution des termes d'un contrat. Voilà, j'arrête les définitions ici. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Vous avez des cas d'usage qui vous posent problème. Souvent, c'est des cas d'usage qui concernent de la confiance. Vous voulez amener de la confiance dans votre système. Est-ce que votre cas d'usage il est bien adapté pour utiliser la blockchain? Ici, est-ce que c'est un bon ou un mauvais use case? Il y a deux niveaux de filtre à prendre en compte. Le premier, ça va être est-ce que j'ai besoin d'une blockchain? C'est ce qu'on va voir. Il y a des questions à se poser assez simples qui vont permettre de savoir si la blockchain est adaptée à mon cas d'usage ou pas. Si jamais c'est adapté, je vais approfondir un peu le domaine et puis je vais avoir une phase de go-no-go qui va être plus liée à l'organisation de ma société avec des problèmes de gouvernance, de suppression d'intermédiaires, de disruption de certains acteurs et puis des aspects réglementaires aussi. Si jamais cette phase de go-no-go, j'ai le go, là j'achète, mon organisation est compatible avec la blockchain est adaptée dans mon cas d'usage, et puis je vais passer dans une phase de build, de run, on va le voir par la suite. Donc dans les cas qui ne sont vraiment pas adaptés à la blockchain, là c'est un peu pour divertir, voilà, une société, c'était en 2016 je crois, Long Island Iced Tea, c'était une société qui vendait des boissons alcoolisées. Ils ont décidé comme ça, non alcoolisé. Non alcoolisé, à la limite, c'est pas grave. Mais ils ont décidé, cette société, de s'appeler non plus une Long Island Iced Tea, mais Long Blockchain Iced Tea. Ils ont décidé ça, ils n'avaient rien à faire avec la blockchain, sauf que c'était au pic de l'effet de mode de la blockchain. Résultat, leur action en Nasdaq a pris 300%. Donc là, ils se sont bien enrichis, alors que derrière la blockchain, il n'y avait rien du tout. Donc là, il faut faire attention, la blockchain, on ne la met pas partout, on la met quand c'est adapté. Maintenant, quand est-ce que c'est adapté? Elle était adaptée, c'est bon. Il y en a qui se sont considérablement enrichis. C'est parfait comme cas. Donc, voilà, est-ce que j'ai besoin d'une blockchain ou pas? Première question à se poser, la blockchain, comme je vous disais, c'est une base de données décentralisée, mais en gros, c'est une base de données. Donc, est-ce que j'ai des choses à stocker dans ma base de données? Si j'ai rien à stocker, j'ai pas besoin d'une base de données, j'ai pas besoin d'une blockchain. J'ai oublié de préciser, ça c'est un schéma quand on fait des universitaires en Suisse et londonien, je crois, donc j'ai repris tel quel parce qu'il est plutôt bien fait. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont écrire dans ma base de données? S'il n'y a qu'une seule personne qui écrit dans ma base de données, ou dans ma blockchain en tout cas, autant prendre une base de données centralisée auquel on donne un accès public. S'il n'y a pas plusieurs écrivains, il n'y a personne de malicieux dans l'affaire. Peut-être que celui qui écrit tout seul dans la base de données, il est malicieux, mais là, une blockchain ou une base de données, ça ne va pas changer grand-chose.
Du coup, on va avoir des cas de blockchain s'il y a plusieurs écrivains. Et là, ensuite, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un tiers de confiance qui existe, un trusted third party? Et est-ce qu'il existe et est-ce qu'il est toujours disponible en ligne? S'il est toujours disponible en ligne, en fait, personne, c'est pas tous les multiples écrivains qui vont écrire dans notre base de données ou dans notre blockchain, c'est plutôt, on va passer par ce tiers de confiance. Il est de confiance, donc il ne va pas truander les informations. Et du coup, dans ce cas-là, on ne va pas avoir besoin d'une blockchain, parce qu'il va écrire dans une base de données, il va la rendre publique. Au final, c'est comme s'il y avait qu'un seul écrivain. Dans les autres cas, s'il n'y a pas un tiers de confiance en ligne toujours, là, on va potentiellement avoir besoin d'une blockchain. La première question à se poser, est-ce qu'il y a plusieurs écrivains? Du coup, on a vu qu'il y avait plusieurs écrivains dans notre base de données, mais est-ce qu'ils sont connus ou pas? S'ils ne sont pas connus, là, on va opter pour une blockchain sans permission, parce que justement, on n'est pas capable de donner des permissions pour différencier les personnes qui vont pouvoir écrire dans notre blockchain ou pas. Donc là, par exemple, c'est l'exemple de notre POC en interne ici de certification des CV. Moi, j'ai le droit d'essayer de mettre mon CV dans la blockchain avec quelqu'un qui va me valider. Pour les diplômes, par exemple, moi je suis diplômé de l'ENSET, l'ENSET va valider que j'ai bien eu le diplôme dans l'école. Mais tout un chacun peut écrire dans cette blockchain et peut y lire. La blockchain va apporter de la confiance. Une fois que l'ENSET a validé mon diplôme dans la blockchain, tout le monde peut y accéder et tout le monde sait que je l'ai. Donc ici, on va opter pour une blockchain sans permission. Par contre, si tous les écrivains, tous ceux qui vont écrire dans notre base de données sont connus, là on va se poser la question, est-ce qu'ils sont de confiance ou pas? Si toutes les personnes qui écrivent dans notre base de données sont de confiance, on n'aura pas besoin d'une blockchain, parce que la blockchain elle va apporter de la confiance essentiellement. Si les personnes qui écrivent sont déjà de confiance, personne ne va écrire des choses frauduleuses dans notre base de données, pas besoin de blockchain. Si jamais tout le monde n'est pas de confiance, alors on va se poser la question, est-ce qu'il faut une vérificabilité publique ou pas de ce qui est écrit dans la blockchain? Et donc on va opter soit pour une blockchain publique, soit pour une blockchain privée, mais avec permission. Un exemple de blockchain publique, je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias dernièrement, Bloomberg qui a eu une grosse amende, plusieurs millions d'euros, parce qu'ils avaient mal contrôlé une information financière sur Vinci. C'était une autre société qui avait dit que Vinci avait un problème avec son chiffre d'affaires, je ne sais plus exactement. Mais du coup, ça avait fait chuter le cours de bourse de Vinci. Ici, la blockchain est très bien adaptée pour contrôler tout ce qui est fake news, parce qu'on va tracer d'où vient l'information. Une fois que l'information elle est écrite par Vinci dans la blockchain, tout le monde peut vérifier que c'est bien Vinci qui en est à l'origine. Et du coup, on va pouvoir éviter les fake news. Ensuite, un exemple de blockchain privée sous permission, parce que l'exemple que je citais par exemple Airbus et ses sous-traitants tout à l'heure, actuellement il y a en production une blockchain contrôlée par la Banque de France qui permet d'ajouter de la confiance entre les différents créanciers CEPA. Entre eux, il y avait des problèmes de confiance. Je ne vous détaillerai pas ça, mais du coup, la Banque de France a mis en place une blockchain qui est privée, mais qui apporte de la confiance entre les différents acteurs. Donc voilà, si vous vous posez la question, est-ce que ma société, elle me dit, souvent c'est le cas, moi je vois à côté Orange, on nous dit il faut utiliser la blockchain. Ouais, mais est-ce qu'elle est adaptée à mes besoins? C'est la première question à se poser. Si elle est adaptée à mes besoins, je vais approfondir. Alors, 3 étapes pour approfondir. Déjà, s'approprier l'environnement, comprendre les choix possibles que nous propose cet environnement et construire la bonne équipe. S'approprier l'environnement, c'est quoi? C'est connaître les technologies qui existent. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui en venant à cette conférence, c'est voir un peu les outils associés à ces technologies, quels sont les acteurs derrière. Je parlais d'IBM avec Hyperledger, l'état de l'art, les évolutions de ces technologies. Ça, c'est très important. Par exemple, au début du mois, sur la blockchain Ethereum, qui permet de faire des applications, il y a eu une évolution qui fait que la blockchain va 30% plus vite. Ça, c'est super important parce qu'on va pouvoir s'en servir. Si jamais cette blockchain, elle n'allait pas assez vite pour nous, il y a une évolution qui est prévue dans 6 mois qui fait qu'elle va 30% plus vite, je peux y aller. Et puis, les aspects réglementaires qu'il peut y avoir autour. Donc, s'approprier l'environnement, c'est un peu ce que moi, j'essaie de faire à S2I, par exemple. Il faut des profils qui sont un peu polyvalents, qui sont des bons ambassadeurs, qui peuvent expliquer ce qu'ils font, l'époque, qu'est-ce que ça a donné, ainsi de suite. Une fois qu'on s'est approprié l'environnement, on va essayer d'en comprendre les choix possibles. La blockchain, c'est une technologie qui est un peu immature encore. Ça va très vite, ça bouge très vite ce domaine. Donc hier, par exemple, si je devais faire une application, il y a 2 ans peut-être, j'aurais choisi une blockchain sur le système Corda. Aujourd'hui, je vais utiliser Ethereum. Demain, je vais peut-être utiliser d'autres types de blockchain, EOS, Tezos. C'est des noms peut-être que vous avez entendu parler dans les médias.
Tezos, c'est un système français, d'ailleurs la gendarmerie nationale l'a utilisé récemment pour un système en production. Et puis je vais regarder aussi par rapport à ces blockchains les performances. Il faut savoir qu'on compare souvent Bitcoin, est-ce qu'ils sont capables de remplacer Visa? Non, pas aujourd'hui. Le Bitcoin, c'est 4 requêtes par seconde max. Visa, c'est 4000 requêtes par seconde. Et encore, ça, c'est la moyenne. Du coup, Bitcoin ne va pas remplacer Visa, mais peut-être peut compléter des cas d'utilisation. Donc ça, comprendre les choix possibles, ça va passer par des mini-POC. On va regarder sur chacune des technologies qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis là, ça va être des profils plus techniques parce qu'il y a des blockchains qui sont sous la forme de containers Docker, par exemple. C'est beaucoup de Docker à maîtriser. Après, il faut bien s'y connaître en JavaScript, principalement actuellement. Puis il faut des connaissances réseau aussi. C'est un réseau peer-to-peer. Si on n'a pas de connaissances réseau, ça peut poser problème. Et pour approfondir, je vais ensuite construire la bonne équipe. La blockchain, ça va apporter de la confiance. La confiance, on en a besoin entre des acteurs, souvent entre nous et des acteurs externes. Du coup, on va identifier toutes les parties prenantes qui va posséder les nœuds aussi de notre blockchain. Si on utilise le Bitcoin ou la blockchain Ethereum, les nœuds ils sont répartis dans le monde entier. Il faut prendre en compte que voilà, il y a des acteurs étrangers qui vont être des parties prenantes de notre système. Il faut savoir si les acteurs sont engagés. Il y a eu des exemples de POC, les acteurs n'étaient pas vraiment engagés, ils voulaient faire un POC, mais au final ils ne sont pas allés plus loin parce que l'engagement n'était pas là. Et il faut savoir si l'identité de ces acteurs sera vérifiable ou pas. Ça c'est très important parce que quand on écrit quelque chose dans la blockchain, c'est au moment de l'écriture qu'il peut y avoir des problèmes de confiance notamment. Une fois que c'est écrit dans la blockchain, c'est immuable, on ne peut plus le toucher. Donc là, une fois que c'est écrit, on sait que personne ne pourra fausser l'information. Par contre, qu'est-ce qui nous dit que celui qui écrit la bonne information? Et ça, souvent, on peut le vérifier. Si on connaît son identité, on pourra le vérifier. Si on n'a pas l'identité, on ne pourra pas le vérifier. Donc ça, c'est des questions à se poser en amont d'un projet blockchain. Et une équipe type de blockchain, c'est une équipe type comme tous les projets fonctionnels, des techniques, et par contre un chef de projet qui pourra mettre en relation toutes ces parties prenantes. Maintenant, j'ai approfondi, je vais décider go, no go dans mon organisation. Là, je vous disais, la blockchain, mon use case peut paraître adapté, mais mon organisation peut ne pas être prête. Pourquoi? Il peut y avoir des problèmes de gouvernance. Là, par exemple, un exemple de la Fédération française des assurances, tous les assureurs, ils ont voulu se mettre d'accord sur un système pour fluidifier un peu les résiliations de contrats d'assurance. Par rapport à leur système actuel, en utilisant la blockchain, ils ont divisé leur coût par 5. Donc ils étaient super contents, hein. Ça faisait des millions d'économies, sauf qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la gouvernance de cette blockchain. Ils n'ont pas voulu aller sur une blockchain publique, ils ont utilisé une blockchain privée, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur la gouvernance qui allait piloter un peu tout ça. Du coup, leur POC, il est tombé à l'eau. Ensuite, il y a des problèmes de... Pardon. Il y a des problèmes de confiance. Cysart, c'était une blockchain, une société qui voulait utiliser la blockchain pour certifier l'authentification des œuvres d'art, pour authentifier les œuvres d'art. Sauf que les œuvres d'art, c'est un domaine qui est compliqué. Rien qu'au Louvre, il y a des gens qui disent qu'il y a des faux déjà, alors que tout le monde pense qu'ils sont vrais. Du coup, il faut forcément un tiers de confiance avant d'écrire la donnée dans la blockchain que cette œuvre d'art, c'est bien Picasso qui l'a peinte. Eh bien, il faut qu'on certifie que c'est bien justement un Picasso qui en est à l'origine. Et du coup, on est obligé de passer par un tiers de confiance. Et là, bien que la blockchain va permettre de garantir que si on a écrit dessus, si on dit que ce tableau c'est bien Picasso qui l'a écrit, si on n'est pas sûr au départ que c'est Picasso qui l'a écrit, la blockchain n'a pas d'intérêt. Et dernier cas de go-no-go, ça peut être est-ce que je ne veux pas me disrupter moi-même? Ici, c'est une compagnie d'électricité qui certifiait que l'électricité que l'usager consommait, elle était d'origine verte, des barrages hydrauliques, ainsi de suite. Et en fait, ils ont mis en place une blockchain pour certifier justement cette origine verte de l'électricité consommée, mais ça allait les disrupter eux-mêmes. C'était le service qu'ils proposaient payant, et puis via la blockchain, ça les permet de les remplacer. Donc là, forcément, ils n'ont pas été plus loin. Ou alors, il fallait qu'ils pivotent, qu'ils fassent autrement. Au service marketing, ils ont oublié de virer. Ils ont découvert la technologie, mais ils ont découvert que la technologie pouvait aller plus loin que ce qu'ils pensaient, quoi. Ouais. Donc ça, c'est des cas à prendre en compte pour savoir si notre use case, il est bien adapté ou pas à utiliser la blockchain. Du coup, j'achète la blockchain, mais je veux mettre en place une blockchain dans mon entreprise. Mon cas d'usage s'y prête bien, mais comment je fais?
Et bien en gros, je ne change pas grand-chose par rapport à mon organisation actuelle. Pourquoi? C'est parce que, encore une fois, la blockchain, je le dis et je le répète, c'est pas une révolution comme on peut le voir dans les médias. La blockchain, pour moi, c'est juste une brique technologique qui va s'ajouter à d'autres briques technologiques qu'on a déjà pour développer des applications. Et du coup, l'organisation du build, du run, ça peut rester les mêmes. Par contre, à chaque étape de l'organisation, on va avoir des particularités. Et c'est là-dessus que je vais faire cette deuxième partie de la conférence. C'est au niveau de la conception, qu'est-ce qui va changer avec une blockchain par rapport à une application classique. Pareil au niveau du développement, du test et du run. Et puis on peut garder des cycles itératifs comme l'agilité aujourd'hui par exemple. Premier domaine, la conception. Forcément, la blockchain, c'est des nouvelles technologies. Donc on va avoir des nouvelles architectures qu'on va choisir modulaires. Comme je disais, la blockchain, c'est un peu immature pour le moment. Du coup, si je choisis aujourd'hui une blockchain, pour mettre mes données, il faut que je prévoie de pouvoir changer un jour. Comme une base de données, je passe de MySQL à Oracle ou des choses comme ça, je vais choisir des architectures modulaires. Et on va faire attention au choix des connecteurs, j'y reviens. Aujourd'hui, une architecture classique, une architecture 3 tiers par exemple, c'est ça, c'est une couche de présentation, une couche métier, une couche de stockage. Très souvent une base de données. Une architecture blockchain, ça va différer parce que le métier va être à l'intérieur de la couche de stockage. Sous la forme du smart contract qu'on a vu tout à l'heure, on va écrire le métier dans la blockchain, c'est-à-dire par exemple l'assurance AXA, le métier qui est de rembourser l'assuré s'il y a un retard d'avion, il est écrit directement dans la blockchain. Et ensuite, on va toujours avoir la couche de présentation, mais soit la couche de présentation va directement être utilisée à la couche de stockage, soit on va mettre une médiation entre les deux. À quoi ça va servir? Ça va servir à gérer les coûts de cette blockchain. Là, je n'ai pas précisé ça pour le moment, mais la blockchain, comme on a vu, c'est une base de données décentralisée qui est utilisée sur tout plein de serveurs à travers le monde. Des dizaines de milliers de serveurs pour Bitcoin. Et en fait, pour Ethereum, c'est plusieurs milliers de serveurs également. Tous ces serveurs vont écrire une transaction dans la blockchain. Par exemple, pour mon POC de certification des CV, tous les serveurs vont écrire le CV dans leur base de données. Et du coup, ça a un coût. Les personnes ne mettent pas leur serveur à disposition gratuitement. Et du coup, ces coûts, il faut les gérer. Soit on les gère directement depuis la couche de présentation, ça veut dire moi, si je veux insérer un CV dans la blockchain à travers mon POC, je vais dire je suis prêt à payer jusqu'à 2 € pour l'insérer. Alors, ça ne va pas être en euros, ça va être dans la monnaie de la blockchain. Par exemple, pour Ethereum, c'est de l'Ether. Pour la blockchain Bitcoin, c'est du Bitcoin. Et du coup, je vais dire, pour 2 €, je suis prêt à insérer mon CV dans la blockchain. Parfois, on va mettre aussi une couche de médiation à travers. La présentation va appeler une API, par exemple, qui est développée par une société. Et c'est cette API ensuite qui va décider du coût qu'elle est prête à mettre pour insérer un CV dans la blockchain. Ici, ça va souvent être des applications de B2C, ici du B2B, B2B2C. Ici, j'ai ma couche présentation. J'ai un front-end Angular, très classique comme les applications aujourd'hui, qui va permettre d'ajouter et d'accéder aux données qui sont dans la blockchain. Et ensuite, j'ai ma blockchain ici, qui est une blockchain Ethereum. Alors aujourd'hui, on n'est pas allé en production, on utilise un testnet, on va voir après ce que c'est, dans lequel j'ai mis mon smart contract qui définit c'est quoi un CV dans la blockchain, c'est des diplômes, c'est des expériences professionnelles, et puis ce diplôme, pour être mis dans la blockchain, il faut qu'il soit certifié par telle école, cette expérience par tel employeur, des choses comme ça. Mon CV, ça va être des transactions dans la blockchain, donc à chaque fois que j'ajoute un CV ou une expérience, ça va écrire des transactions dans la blockchain, comme ça va ajouter des lignes dans une base de données. Et là, par contre, la blockchain, pour ajouter une transaction dedans, ça peut être des milliers de serveurs dans le monde. Du coup, il faut tout ce qu'il ajoute. On a vu qu'on allait les payer pour ajouter. Mais du coup, ça veut dire que quand je demande d'ajouter mon CV dans la blockchain, je ne veux pas avoir un retour synchrone. On ne va pas me dire dans la seconde mon CV à ajouter dans la blockchain. Il faut que, par les règles de consensus dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous les serveurs qui composent la blockchain se mettent d'accord pour dire on ajoute bien le CV. Et du coup, on va avoir des mécanismes d'événements qu'on peut définir dans le smart contract. Pour un événement, ça va être par exemple, si la blockchain s'est mise d'accord pour ajouter mon CV dedans, je vais recevoir un événement que je peux utiliser dans ma couche de présentation qui me permettra de dire à l'utilisateur ce CV a bien été enregistré. Une chose importante, le connecteur. Donc ici, c'est un connecteur directement dans la couche de présentation. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une API JavaScript qui va permettre de me connecter à la base de données. Comme on peut avoir un connecteur MySQL sur un serveur qui me permet de me connecter à une base de données MySQL, il existe des connecteurs pour se connecter aux différentes blockchains.
Et puis on va avoir un petit plugin dans le navigateur MetaMask. C'est par lui que je vais pouvoir dire je suis prêt à dépenser 2 € pour insérer mon CV dans la blockchain. Donc le connecteur va me permettre d'accéder à la blockchain et puis un outil va me permettre de dire la somme que je suis prêt à payer pour que la blockchain enregistre mon CV. Deuxième phase lors de la conception, donc là on a vu la conception technique en quelque sorte. Maintenant dans la phase de conception, il va falloir bien penser à la réglementation. Donc là vous en avez peut-être entendu parler, la blockchain et le RGPD, à première vue c'est pas trop compatible. On écrit des choses dans la blockchain, tout le monde y a accès, c'est immuable. Comment je fais pour rendre ça compatible? Ici les grands principes du RGPD c'est quoi? C'est une collecte de données légitime. Je ne stocke pas une info dont j'ai pas besoin. C'est demander le consentement aux utilisateurs. C'est protéger les données personnelles qu'on stocke, et c'est le droit à l'oubli. Premier principe, la collecte de données légitimes, ça ne dépend pas de la techno. Si je ne dois pas collecter un numéro de téléphone parce que je ne m'en sers pas, que je sois sur une base de données classique, sur une blockchain, je ne vais pas aller le collecter. Là, on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, demander le consentement aux utilisateurs, pareil, ça ne dépend pas vraiment de la techno. Demander à l'utilisateur que j'ai le droit de stocker son numéro de téléphone, il va me donner son consentement ou pas. S'il ne me le donne pas, je ne le stocke ni dans une base de données classique, ni dans une blockchain. La protection des données personnelles stockées. Là, la blockchain, qui est sécurisée par conception, elle est plutôt bien adaptée. De plus, la blockchain, elle est publique. On a vu Facebook, par exemple, ils ont eu des cas où ils stockaient des mots de passe en clair dans leur base de données. La blockchain, par conception, elle est publique. On ne va pas aller stocker des mots de passe en clair dans la blockchain, ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Du coup, de la manière dont la techno existe, ça va nous amener déjà à protéger les données qu'on stocke. Enfin, le dernier principe, c'est le droit à l'oubli. C'est le plus problématique au niveau de la compatibilité de la blockchain et du RGPD. Là, la CNIL a publié un papier justement sur comment faire pour rendre compatible tout ça. Parce que le RGPD n'est pas là pour dire la techno qu'on doit choisir. Il est là pour donner des bonnes pratiques et des bonnes habitudes pour protéger les données personnelles. Du coup, les préconisations de la CNIL, c'est déjà de ne pas stocker les données en clair. Ça, c'est sûr, je ne veux pas stocker Frédéric Georgesou, il a ce diplôme de 27 en clair dans la blockchain. Je vais le chiffrer. Du coup, l'information elle sera illisible si je n'ai pas la clé de chiffrement. Du coup, moi, dans mon CV, je vais mettre un petit QR code qui contiendra la clé de déchiffrement qui me permettra à mon futur employeur, je ne vais pas partir aujourd'hui, de vérifier que j'ai bien ce diplôme-là. Et le droit à l'oubli, comment on va le faire respecter? C'est la clé de chiffrement. Il faut qu'elle soit détruite sur demande de l'utilisateur. Du coup, dans la blockchain, on aura toujours une information cryptée, mais plus personne ne pourra y accéder. Alors, le RGPD, il dit qu'on doit détruire toutes les informations, mais ainsi à son côté, mais la CNIL autorise dans ce cas, ils disent, oui, là, pour la blockchain, il y a un cas particulier. Du coup, pour le moment, si l'information est cryptée, elle peut rester dans la blockchain, plus personne ne pourra la lire. Donc, on est bon, on sécurise les données personnelles, on obéit au RGPD. Une fois qu'on a vu la phase de conception, la phase de développement. Donc là, on a des nouveaux langages qui ont fait leur apparition sur Ethereum. Ça utilise un langage qui s'appelle Solidity, qui est un langage orienté objet. C'est un langage assez classique, comme Java par exemple. Mais par contre, là, ce qui va changer, donc du coup, tout développeur, il va savoir faire du Solidity en une journée, il n'y a pas de problème. Par contre, on va utiliser des patterns de développement très différents. Et ça, c'est dû aux particularités de la blockchain. Une première particularité, c'est le coût d'exécution des programmes. Comme je vous disais, on va payer tous les serveurs dans le monde qui vont exécuter notre transaction. Et du coup, on va essayer de faire des algorithmes qui vont aller le plus vite possible, qui vont utiliser le moins de mémoire possible sur ces serveurs, parce que plus ils vont être longs, plus ils vont coûter. Par exemple, un exemple typique, on ne va pas faire de réordonnancement de tableau. Moi, pour mon CV sur ma certification de CV, si j'ajoute une expérience professionnelle qui est dans le passé, je ne vais pas la mettre au milieu de mon tableau et recalculer tout mon tableau. Je vais la mettre à la fin et je vais gérer l'ordonnancement différemment. Parce que mettre à la fin un item à la fin d'un tableau plutôt que le mettre au milieu et tout réordonnancer, ça va coûter moins cher, ça va me coûter moins de gaz. C'est la monnaie. Le gaz, c'est comme du gaz au final, c'est ce qui va s'exécuter sur tous les serveurs de monde. Pattern de développement différent aussi dû au nombre de nœuds du réseau. Une transaction sur Ethereum va s'exécuter sur des milliers de nœuds. Donc je ne veux pas utiliser par exemple de timestamp. Je ne veux pas dire si on est supérieur à 7 secondes, je fais de cette manière. Si on est inférieur à 7 secondes, je vais faire de cette autre manière. Un timestamp, c'est le nombre de secondes depuis l'année 1970.
Parce que tous ne vont pas exécuter ma transaction à la même seconde, et du coup, interdiction d'utiliser des timestamps, sinon ils ne vont pas tous exécuter la même chose, ils ne vont pas se mettre d'accord pour l'enregistrer dans la blockchain. Troisième pattern de développement dû à l'intégrité de la blockchain. On a vu que notre code, on va le mettre dans la blockchain. Du coup, par défaut, notre code, on ne pourra pas le changer. Et pourtant, qui dit code dit potentiel bug. Du coup, comment je fais pour mettre à jour mon code dans la blockchain? Ben, c'est il faut l'avoir prévu dès la phase de développement, d'avoir prévu une manière de mettre à jour notre code. Du coup, on va utiliser des mécanismes d'adressage pour avoir l'adressage qui stocke le code courant de notre smart contract. Si jamais on a fait des bugs, ben, on va pouvoir le mettre à jour. Et enfin, un dernier exemple, c'est les délais de traitement d'une transaction. Ça, c'est lié à la récupération asynchrone d'événements qu'on a vu tout à l'heure. Si ma transaction a mis un quart d'heure à s'exécuter dans la blockchain, ben, il faut que je sois capable de récupérer des événements. Donc les événements, il faut que je les ai codés dans mon code pour me dire, par exemple, mon CV, il s'est bien exécuté. Donc sur Ethereum, par exemple, un site qui va être votre bible, hein, si un jour vous faites du développement Ethereum, c'est l'Ethereum Smart Contract Best Practice, qui recense, là je vous en ai mis 4, mais il y en a des dizaines, qui recense un peu tout ce qui change par rapport à du développement classique, pour être sûr que notre code il est sécurisé dans la blockchain. Une fois qu'on a fait le développement, ben, on va passer à notre phase de test. Donc là, notre phase de test sous Ethereum, encore une fois, hein, par exemple, c'est 2 possibilités. Premier temps, je vais faire mon développement sur mon ordinateur. Et en fait, on a des outils comme Ganache qui vont permettre de mettre en place une blockchain en local sur un ordinateur en simulant plusieurs nœuds. Donc là, ça va nous permettre de tester si notre code s'exécute bien, si on récupère bien les événements, ainsi de suite. Du coup, au niveau gestion de conf, on va utiliser Git, on va utiliser l'outil de gestion de conf que vous voulez. On va faire notre développement en interne. Ensuite, on va faire un merge request du développement. Il y en a d'autres qui vont pouvoir le tester sur leur ordinateur. Puis ensuite, il va pouvoir être commité comme habituellement sur des systèmes classiques. La blockchain ne change rien à la gestion de conf, par exemple. Et une fois que notre code est validé, ben on va faire comme une pré-prod actuellement, en quelque sorte. On va l'utiliser sur des réseaux de tests publics. Des réseaux de tests publics, ça va nous permettre de tester gratuitement l'exécution de notre code sur des blockchains de plusieurs centaines de serveurs dans le monde, souvent des serveurs universitaires, des choses comme ça, qui les mettent à disposition gratuitement. Et ça va nous permettre, toutes les histoires de timestamp dont je parlais tout à l'heure, ça va nous permettre de tester ces aspects-là, qui sont propres à la blockchain et au temps d'exécution dans le réseau. Donc là, des serveurs de test publics sur Ethereum, il y en existe 2, par exemple, Ropsten et Kelly. Et quelques points d'attention avec ces serveurs de test, c'est il y a des gens qui les utilisent pour tester des piratages de la blockchain. Donc ça, il faut faire attention, ils peuvent être des fois indisponibles. Ils vont être resetés de temps en temps, ils sont remis à jour. Hein. Et puis, dernière chose, mais la plus importante, c'est que certains de ces réseaux sont utilisés pour tester les évolutions du protocole. Le protocole en lui-même, il évolue très vite, hein, la technologie est encore un peu immature. Du coup, si on teste notre évolution sur un réseau de test où il y a l'évolution du protocole, mais qu'on la met en prod avant l'évolution du protocole, ça ne va pas réagir de la même façon en production. Une fois qu'on a fait les tests, on va mettre en prod, et là, on va rentrer dans la phase de run. Donc là, il y a des choses qui changent aussi pour le run. La première chose qui change, c'est les outils de monitoring. On va plus monitorer une base de données, la mémoire, le CPU de notre base de données. On va monitorer la santé de la blockchain. Donc, vu que la blockchain, elle est publique, alors si c'est des blockchains privées, ça peut être un peu différent, mais là, je prends le cas le plus standard. Une blockchain publique, on aura des indicateurs publics comme le nombre de transactions par jour qui sont exécutées sur la blockchain. Donc là, il y a des sites qui le recensent tous, mais vu que la blockchain est publique, on peut faire un système en interne pour monitorer ce qui nous intéresse de la santé de la blockchain. Là, par contre, si la blockchain est en mauvaise santé, si elle est malade, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose, c'est plutôt les développeurs du protocole de la blockchain qui vont s'emparer du problème et qui vont le corriger. Là où on va pouvoir agir, c'est sur la santé fonctionnelle de notre application. Pour le POC de certification des CV, le nombre de CV insérés par jour. Ça, je vais pouvoir le monitorer à travers les événements qu'on a vus que je peux récupérer. Et dernier monitoring qu'on va faire, et le plus important, c'est le coût du smart contract. Le coût d'exécution, à chaque fois que je vais insérer un CV dans ma blockchain, ça va avoir un coût. Donc ça, il va falloir le monitorer. On va avoir un slide là-dessus par la suite. Par ce monitoring, on va pouvoir voir des anomalies, détecter des anomalies. Et là, il y aura la gestion des incidents qu'il va falloir surtout beaucoup plus anticiper que ce qu'on peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un incident, on se dit, on corrige, c'est assez classique. La blockchain, encore une fois, en cas de piratage, d'incident, l'immutabilité des transactions qui sont écrites dans la blockchain fera qu'on ne pourra pas faire de retour en arrière, on ne pourra pas faire de rollback comme une base de données par exemple.
Donc là, on aura mis en place des bonnes pratiques. Parmi les bonnes pratiques à mettre en place dès le développement, c'est des alarmes et des limites. Par exemple, moi, mon application qui met des CV dans la blockchain, je sais que je vais mettre 100 CV dans la blockchain par jour. Par exemple, l'N7, ils ne vont pas décerner plus de 500 diplômes par an. Si mettre un diplôme dans la blockchain, ça coûte 2 euros, ben, je vais mettre des limites à 1000 euros par an. Comme ça, si quelqu'un me pirate mon smart contract, eh ben, il ne pourra pas dépenser plus de 1000 euros par an. Du coup, je me mets des limites. Et je me mets des limites parce que les actions possibles, si on a un problème, elles seront limitées. Il faut avoir prévu de pouvoir mettre en pause le smart contract. Il y a des patterns de développement pour faire ça. Mais si on met en pause, ça veut dire qu'on ne répond plus au service. Donc là, il va falloir l'avoir prévu en phase de conception. Si j'ai une interruption de service, qu'est-ce que je fais? Et puis, il faut avoir prévu de pouvoir le mettre à jour, bien sûr. Dernier slide, du coup. Le run, le plus important, c'est le modèle de coût du run. Là, le modèle de coût, il va être très différent parce qu'aujourd'hui, avec une blockchain, avec une base de données, je prends toujours le comparatif avec la base de données. La blockchain, encore une fois, c'est en gros une base de données décentralisée. On n'aura pas de coût d'exploitation des serveurs. Aujourd'hui, les coûts du run, c'est j'achète mon serveur, ou alors je mets en place ma VM, peu importe, mais j'ai un coût initial, et puis ensuite, dès que j'écris quelque chose dans la base de données, c'est gratuit. Il y a des coûts d'exploitation, des tests de réplication, des choses comme ça, mais c'est des coûts assez standards, et dès que j'écris quelque chose dedans, encore une fois, c'est gratuit. Ici, avec une blockchain, on n'aura pas de coût d'exploitation, parce que la blockchain, elle est publique, c'est tous les serveurs du monde qui mettent en place des nœuds, et puis c'est gratuit pour nous d'utiliser ces nœuds. Par contre, c'est payant d'écrire des choses dans la blockchain. C'est au moment de l'exécution de nos algorithmes sur ces nœuds qu'on va payer. Du coup, on aura des coûts d'écriture du code d'effet de transaction. Donc là, en amont, sans savoir le use case que vous allez mettre en place, c'est compliqué de dire combien ça va coûter. Par contre, là, je reviens sur le smart contract d'AXA, FIDSI, qui est le smart contract d'indemnisation des usagers en cas de retard d'avion. Ça a été le premier smart contract français un peu public à être mis en place dans la blockchain. Ils ont fait pas mal de pubs à travers ça. Et ici, on a un peu de recul, et sachant qu'on a des outils qui nous permettent de scanner la blockchain, de voir tout ce qui se passe dessus, vu que la blockchain est publique, il y a des sites qui ont dédié des outils pour voir qu'est-ce qui est écrit à tel moment, ainsi de suite. Et grâce à ces outils, moi je me suis amusé à regarder le smart contract d'AXA, combien il avait coûté. Ça fait 2 ans de run. Là, ils l'ont arrêté parce qu'il n'y a eu que 11 000 souscriptions. Pour un contrat d'assurance en 2 ans, c'est pas beaucoup pour des vols d'avion. Mais en fait, le modèle en B2C, il ne marchait pas bien. Du coup, ils vont le refaire en B2B, en fait. Et du coup, en 2 ans de run, 11 000 souscriptions, une centaine d'indemnisations en cas de retard d'avion. Et ici, on peut voir le déploiement, les coûts qui ont été générés par smart contract. Grâce à la blockchain publique, on peut voir tous les coûts qui ont eu lieu. Et on peut voir ici le déploiement du contrat, ça va coûter 2 $. D'écrire le contrat dans la blockchain, donc sur tous les serveurs du monde, ça va coûter 2 $. Une souscription à ce contrat, 11 000 souscriptions, une souscription, ça va coûter 40 centimes de $. Et puis, une mise à jour de vol, parce que forcément, une indemnisation en cas de retard d'avion, ils se sont mis en place un système pour prendre en compte tous les atterrissages d'avion, pour voir s'ils étaient retardés ou pas. Et une mise à jour de vol, ça va coûter 1 centime de $. Soit au bout de 2 ans, 5 000 $ de coût d'exécution du smart contract. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je ne suis pas là pour en juger, mais ce qu'il faut voir, c'est que voilà, plus il y a eu de souscriptions, plus il y a eu de mise à jour de vol, et plus ce smart contract, il aura coûté un petit peu plus cher, tandis qu'aujourd'hui, avec une base de données classique, une fois qu'on a mis en place la base de données, on peut ajouter des infos dedans, ça ne coûte pas plus cher. Il faut peut-être mettre de l'espace disque en plus, des choses comme ça, mais en gros, c'est gratuit d'écrire dedans. Et surtout, il faut avoir ça en tête en sachant que les coûts dépendent du taux de change de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, sur Ethereum, ici je vous l'ai mis en dollars, en équivalent de dollars, mais quand j'écris quelque chose dans ma blockchain, ça me coûte des Ethers, qui est la monnaie derrière la blockchain Ethereum. Et du coup, par exemple, une souscription, ça va me coûter 0,0001 Ether. Mais il y a un taux de change de cet Ether par rapport au dollar. En gros, l'Ether, il suit le Bitcoin. Le Bitcoin, il était à 20 000 $ en 2017. Aujourd'hui, il est à 8 000 $. L'Ethereum, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, il est à 150 $ l'Ethereum. Il y a quelques mois, il était à 400 $. Donc, nous, le budget de notre société, on le gère en euros, on le gère en dollars. En euros, plutôt ici. Du coup, si mon smart contract, écrire quelque chose dans la blockchain, ça me coûte de l'Ether, en euros, ça va me coûter en plus le taux de change entre l'Ether et l'euro.
Et du coup, ça, c'est des choses qu'il faut monitorer aussi parce que c'est ça qui va permettre de savoir combien va vous coûter votre smart contract à la fin. Voilà ce qui change dans l'organisation. Je vais essayer de vous présenter rapidement qu'est-ce qu'était la blockchain, qu'est-ce que ça allait changer dans votre organisation. Maintenant, suite à la présentation, j'espère que vous connaissez un petit peu mieux. Est-ce que vous achetez, est-ce que vous jetez? À vous de me dire.